Bonjour à tous. Alors je vais vous donner donc cours maintenant via cette vidéo de façon à ce que vous puissiez arrêter, reprendre, faire ça à votre rythme parce que comme on est en distanciel, c'est parfois plus difficile de suivre et donc du coup vous aurez tout le loisir de revenir sur les différents moments où vous avez moins bien compris. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, donc, c'est une leçon sur ce qu'on appelle les shapes, les formes. Donc, ce sont des calques spécifiques qu'on va créer à l'intérieur d'After Effects et qui vont vous permettre de rajouter des éléments dans votre composition. Par exemple, pour le projet que vous êtes en train de mener à bien pour la fin de ce quadri. Donc, je vais commencer par créer un nouveau projet, comme c'est le cas ici. Donc, vous allez commencer par me suivre là-dessus. Donc, vous allez créer un nouveau projet. Et dans ce projet, je n'ai rien. Donc, je vais tout créer de toutes pièces. Du coup, je vais appuyer ici sur le bouton Nouvelle composition pour créer une composition, donc qui va être ma composition globale, peu importe le nom. Alors je vais la faire en réduction par rapport à ça. C'est un format que je pourrais gérer sur cette machine, mais je pense à vos portables et donc du coup je vais descendre sur une résolution moindre. Donc je vais prendre HDV, HDTV 720-25. Donc ce qui me fait une résolution moins importante et un framerate habituel, enfin une vitesse de cadence d'image habituelle en Europe de 25. Alors 30 secondes c'est très long et donc du coup je vais faire quelque chose en 10 secondes sachant qu'on pourra toujours changer cette durée à tout moment si on en a besoin quoi. Donc du coup je clique OK, ma composition est créée, je n'ai rien dedans. J'ai affiché néanmoins ici, grâce à ce bouton-là, j'ai affiché les colonnes supplémentaires qu'on avait commencé à envisager avec les modes, mais aussi avec le TrackMate qu'on avait commencé à voir. Je ne vais pas m'en servir tout de suite, je vais juste montrer donc différentes choses d'abord. Donc première chose qu'on va faire, c'est pour vous, en guise de petit rappel, je vais créer un solide. Donc ici, un nouveau solide, donc clic droit, nouveau solide, ou alors je vais dans calque, nouveau solide, où je fais commande Y et je crée un solide. Je vais le créer à la taille de la composition. Donc comme ça, il a la même résolution que ma composition. Je peux choisir la teinte que je vais utiliser. Voilà, mettons que c'est ça. Je clique OK. Je peux renommer ce calque. Si je sélectionne le nom du calque et j'appuie sur Return du clavier, c'est-à-dire la touche retour chariot si vous voulez, je peux renommer du coup ce calque et donc je vais l'appeler solide, voilà, on s'en fout un peu, solide bleu. Donc c'est juste pour vous montrer comment on peut renommer un calque si jamais. Alors, ce qu'on a vu la semaine passée et ce qu'on a vu avant, surtout, c'était que si vous utilisez ces outils qui sont là, rectangle ou le pen tool, on avait vu par exemple en Roto Bézier qu'on pouvait créer un masque hein, avec ces outils. Donc, si je me mets en mode, ici j'ai sélectionné le calque solide bleu et je commence à dessiner une forme, par exemple comme ceci, avec un mode roto-bézier. Du coup, vous vous souvenez que ce sont des béziers automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courbe de Bézier. Je les manipule de façon automatique, comme ceci. Donc, vous voyez, elles vont automatiquement s'adapter. C'est possible de ne faire que des formes... Enfin, on ne sait faire avec ça que des formes arrondies, évidemment, puisque on ne peut pas vraiment créer d'angle, hein, puisque vous pouvez vous rapprocher hein, et faire quelque chose qui s'approche d'un angle, mais vous remarquez que du coup, ça reste quand même des béziers avec des arrondis. Donc ça, c'est le principe du roto-bézier. On peut désactiver le roto-bézier et faire soi-même des béziers, hein, comme ceci. Mais du coup, pour fabriquer le bézier, je vous rappelle qu'il faut tirer au moment où vous créez le point. Il faut tirer sur les côtés de façon à rajouter le bézier. Donc ça, c'est avec bézier ou pas. Donc là, il n'y a pas de mode roto-bézier. Et ça, c'est avec roto-bézier. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé des masques. C'est-à-dire que je rends
transparent et on peut le vérifier en appuyant ici sur l'affichage de la zone de transparence. Je rends transparent ce solide aux endroits où le masque n'est pas présent. Je vous rappelle que ce masque est toujours visible ici et donc on peut le mettre en mode soustraction de sorte que maintenant en fait il va enlever cette zone, hein, vous voyez, addition, il va garder la zone à l'intérieur du masque. On peut l'inverser de la même façon, vous voyez, on peut le faire ici. Alors là, on peut se retrouver avec des petites difficultés quand on en a plusieurs, du coup, avec les modes, hein. Donc moi, si je me mets les deux en soustraction, du coup, j'arrive à extraire cette zone. Donc chaque masque, du coup, devient un masque inversé, si vous voulez. Mais voilà, donc parfois ça demande un petit peu de finesse. Mais en tout cas, le fait d'utiliser par exemple ici une forme, on avait vu Polystar, le fait de l'utiliser sur un calque, quand un calque est sélectionné, vous remarquez que ça a créé des masques que je peux renommer également Roto Bézier. Ici, là, le masque numéro 2, je peux le nommer, c'était avec les Béziers normaux. Et le numéro 3, c'est avec une forme prédéfinie, hein. Je ne mets jamais d'accent dans mes calques pour des raisons de programmation, parce que parfois on fait des appels vers des calques en programmation à l'intérieur d'After Effects, et donc il faut éviter les accents ou les caractères spéciaux. Donc voilà, mais jamais d'accent du coup. Donc voilà, j'ai ici 3 masques. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné ce calque solide bleu. Maintenant, ce calque, je vais le masquer et le verrouiller de sorte de ne plus y toucher, parce que je veux vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est quoi? C'est que je ne sélectionne rien dans la pile, dans la composition. Et là, du coup, lorsque je vais créer, par exemple, ici, un rectangle, il s'est passé tout autre chose. Remarquez qu'au lieu de créer un calque, au lieu de créer un masque, il a créé un calque. Donc il a créé un nouveau calque qu'il appelle calque de forme en français ou shape layer en anglais. Et ce calque prend des caractéristiques qui sont désignées ici au-dessus. Il prend un remplissage qui est rouge et il prend un contour qui est blanc. Ce remplissage, je peux cliquer dessus pour changer donc la valeur actuelle de ce remplissage et modifier donc la couleur. Je peux cliquer également sur le contour pour faire la même chose, d'accord? Donc je peux modifier, bien sûr, je peux utiliser la pipette et aller prendre cette valeur là et éventuellement l'assombrir, hein. Je peux utiliser le brightness comme ceci pour l'assombrir, voilà. Je peux changer la taille de ce contour, vous voyez. Donc ici, j'ai rajouté des pixels et si vous remarquez que vous êtes sur transparence, hein, donc voilà. Et donc j'ai rajouté un calque de forme. Donc ça, c'est vraiment un calque très spécifique, très vaste en vérité, en possibilités. Pourquoi vaste? Eh bien parce que à l'intérieur de ce calque de forme, on va trouver du coup une première forme qui s'appelle le rectangle, c'est-à-dire la forme que j'ai créée. Mais c'est presque un petit logiciel en soi, en vérité, ce calque, parce qu'on peut y mettre énormément de choses. Remarquez que dans ce rectangle, si je déploie ce rectangle, j'obtiens plusieurs lignes. Donc une ligne qui correspond au stroke, c'est-à-dire au remplissage du contour. Je me trompe moi-même. Donc stroke, c'est le contour. Voilà. Donc ici, vous voyez, je peux désactiver le contour. Donc à tout moment, je peux désactiver un des paramètres. Donc par exemple ici, le remplissage. Donc le stroke, c'est le contour. Et quand je déploie, j'ai énormément d'options liées à ces différentes lignes. Donc chacun de ces éléments, en fait, qui avaient été désignés ici à la création, en réalité contient énormément de paramètres. Donc je peux changer l'opacité par exemple de mon contour, vous voyez, chose qui n'était pas possible directement ici.
mais à l'intérieur des paramètres du contour, on peut changer l'opacité. On peut bien sûr revenir sur l'épaisseur du contour, donc quelle taille veut-on donner à ce contour. On peut aussi choisir la façon dont il va se placer. Donc, est-ce qu'il va se placer par rapport aux autres formes, aux autres éléments de la forme. Donc on peut changer par exemple ici la forme qu'on va donner. Donc ici, par exemple, je peux créer avec dash et ici je peux créer des pointillés. Donc ça fait des petits traits. Je peux déplacer ces pointillés et vous donc pouvez commencer à imaginer ce qu'on peut faire avec ça, puisque chaque paramètre ici a un petit chronomètre. Ce qui veut dire que je peux cliquer sur le chronomètre en désignant une position, aller plus loin dans la composition, par exemple à la fin, et vous voyez, faire en sorte que pendant la composition, ces éléments soient animés. Du coup, ça clignote beaucoup, évidemment. Mais bon, vous pouvez, en tout cas, c'est possible de le faire. Hein. Donc, on peut augmenter la taille ou la réduire, la taille de ces traits. Et donc là, ça fait, voyez, une espèce de strie qui vibre, voyez, où on peut au contraire faire des grands carrés, des grands traits, et qui se déplacent comme une espèce de vieux jeu vidéo sur téléphone des années 1840. Et après, moi je rigole à mes propres blagues. Donc ici en dessous, vous avez donc plein de paramètres en vérité. Vous pouvez jouer avec et voir un peu ce que ça fait. Donc vous pouvez créer des vagues, voyez, donc faire de la distorsion sur ces éléments. Et donc du coup, on peut également mettre, voilà, si on veut, des clés sur la distorsion, voyez, de façon à ce que cette distorsion, eh bien, elle change de valeur dans le temps. Et on peut en créer plusieurs valeurs. Hop. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la quantité de distorsion et puis diminuer la quantité de distorsion. Je ne dis pas que c'est beau, hein. Je dis juste que ces possibilités existent et que donc du coup, vous pouvez vous en servir pour générer toutes sortes d'effets, voyez. Donc je peux déplacer cette distorsion via les formes d'ondes aussi. Vous voyez, donc on peut en arriver à créer des effets assez complexes de déplacement. Ils peuvent parasiter complètement. Vous voyez. Et donc on a aussi une phase ici qui peut être déplacée, vous voyez, et venir faire des vagues supplémentaires. Donc vous pouvez créer des effets de vagues. Typiquement, vous allez trouver ça, par exemple, dans des... Du coup, je vais mettre des clés également. Mais vous allez trouver ça typiquement dans des animations qu'on voit sur des contrôleurs, dans des vaisseaux spatiaux, ou dans des choses, ou dans des motion graphics, ou quand on voit des espèces de... ce qu'on appelle HUD. Donc, ce sont des displays qui sont dans les casques, ou ce genre de choses. Vous voyez, vous allez avoir des phases comme ça qui se déplacent. Et donc, nouveauté, quand vous avez des rotations, on peut, en cas d'animation, jouer avec le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel a le droit de faire 3 fois le tour, 3 fois 360 degrés. Donc, quand vous êtes en degrés, du coup, en animation, vous pourrez passer de 0 à 3. Ça veut dire qu'entre ces deux clés, il va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois 360 degrés. Vous voyez? Donc il va faire le tour 3 fois. Et donc je commence à avoir d'énormes vagues, voyez. Rien que dans ce bête contour, commencer à percevoir, je pense, la complexité, mais aussi la puissance de ce genre d'outils. Donc voilà, ici on peut également jouer sur la taille au début, donc, et la taille à la fin. Donc pour faire apparaître et disparaître par exemple. Donc moi je pourrais mettre également une taille au début qui soit beaucoup plus faible.
et donc elle se déplace comme ceci, et puis elle varie et elle s'inverse par exemple. Vous voyez, donc je pourrais mettre ici 100% au début et 0% à la fin. Et vous pouvez innover, vous cherchez, vous jouez avec ça. Et à l'inverse, je pourrais avoir ici 0% et aller chercher, oui, le 100%. Donc je vois un peu ce que ça donne. Si ça ne me convient pas, ben, je change. Je change de paramètre. Vous voyez, donc là, ça s'est déplacé dans le temps. Bon, il faut que je laisse un peu de temps pour... Quand vous voyez la ligne verte progresser, ça veut dire que la première lecture, si vous voulez, donc avec la barre espace, va mettre en mémoire le calcul. Donc ça peut prendre un peu de temps du fait qu'il doit calculer beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Donc vous voyez, là, ici, il fait un calcul. Et puis, à la fin du calcul, il va me jouer ce que ça donne. Et donc, je peux décider ou pas que c'est ce que je voulais ou revenir dessus. Voilà, pour l'instant, c'est sympa. Donc, qu'est-ce que je peux faire également? C'est augmenter la taille, la largeur au début et la largeur à la fin. Voilà. On a beaucoup de paramètres avec lesquels on peut jouer et tester, regarder ce que ça donne, voir si ça vous plaît, si ça crée l'effet que vous cherchez. Vous voyez, et on peut même animer, en fait, c'est la taille de ces dashs. Donc si je veux, je peux décider que au début, ils ont 2 pixels de large, et puis, par exemple, au milieu de la composition, qu'ils aient plus que 2 pixels, et puis qu'à la fin, par exemple, ils en arrivent à grossir jusqu'à devenir quasi... vous voyez. Et donc, vous voyez ce que je viens de créer, donc un effet comme ça de... Ok, ben voilà, vous avez énormément donc de potentiel rien qu'avec ça. Alors, on peut en plus jouer sur la couleur, donc on peut venir animer la couleur. Donc là, pour l'instant, la couleur, hein, c'est le remplissage, je vous rappelle. Ici, donc si je désactive ça, on ne voit plus la couleur à l'intérieur. Je peux tout à fait animer la couleur de ce rectangle. Je peux animer toutes les couleurs en vérité dans After Effects. Je pourrais animer la couleur du contour également, hein, qui est maintenant devenu ces pointillés. Et je peux par exemple dans le temps, lui demander de s'éclaircir avec le brightness. Donc je peux demander à ce que ça s'éclaircisse dans le temps. Du coup, quand j'ai un dégradé comme ça dans le temps, si je clique sur la petite flèche en dessous de couleur, maintenant comme j'ai un dégradé, je peux voir les valeurs intermédiaires et je peux décider par exemple qu'au milieu, ce sera peut-être passé par cette fois un changement de teinte ou vous voyez, ce genre de choses. Donc je peux vraiment tout faire dans ce logiciel. On peut vraiment décider énormément de choses. Donc le potentiel est assez énorme, vous voyez. Bien sûr que pour ce qui est du contrôle du stroke, qui pour l'instant a cette couleur assez sombre, eh bien je peux décider au contraire que lui, au niveau de sa teinte, il soit plus sombre au début quand on a besoin de bien le lire, mais que par exemple à 5 secondes, il est également changé de teinte ou en tout cas de luminosité et qu'il soit devenu plus clair. Et puis que à la fin, voilà, il est à nouveau par exemple, il se soit assombri à nouveau ou qu'au contraire, il est continué à s'éclaircir. Donc ça, c'est un choix
moi je vais dire s'assombrir un petit peu de nouveau, voilà. Et donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ce dégradé là que je vois ici, donc je passe du foncé pendant la durée de l'animation jusqu'à cette valeur qui est ici, puis je repasse vers quelque chose d'un peu plus foncé, mais pas totalement aussi foncé que ce qu'il y avait au début. Et donc tout ça s'anime, crée donc des effets assez... voilà, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec ça. C'est pour vous donner une idée des potentiels. Et donc surtout de comment ça se crée. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en réalité tout ça est sous cette forme qu'on appelle le rectangle 1 ici. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais faire. Par exemple, avec ce rectangle, plutôt que d'avoir une valeur comme ça constante, je peux y créer à l'intérieur de cet élément, je peux rajouter d'autres éléments. Donc je peux rajouter un dégradé par exemple. Vous voyez, donc ici, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un dégradé qui s'est mis. Mais attention, c'est comme un petit logiciel en vérité, cette shape, je vous le disais. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en vérité, j'ai un rectangle qui est déterminé par cette forme. À l'intérieur de ce rectangle est venu se mettre un dégradé. Pourquoi? Parce qu'il est en dessous. Donc vous voyez ici, si je le mets là, mon remplissage bleu aura priorité sur le dégradé. D'accord? Donc en fait, l'ordre dans lequel je mets les éléments intervient. Donc si je mets le bleu par-dessus, vous voyez, donc ça c'est mon remplissage bleu et ça c'est mon contour. Donc je peux renommer de nouveau avec la même touche return. Ça c'est mon contour et je peux donc du coup créer un contour ici derrière ma forme. Et mon dégradé, comme il est tout en dessous, eh bien, il est supplanté en fait par la couleur bleue. Vous voyez? Donc il est supplanté par cette couleur. En réalité, on pourrait maintenant ignorer, si vous voulez, ce field, ce remplissage bleu qui est ici. Hein, je pourrais l'ignorer simplement en plaçant mon dégradé au-dessus et en remettant le contour par-dessus ce dégradé. Donc ce dégradé, du coup, est également exploitable de différentes façons, notamment par rapport à la couleur qu'il contient. Donc je peux changer ici en mode radial, si je veux. Et là, j'ai les couleurs du dégradé. Donc moi, ce que je veux, c'est un dégradé radial. Alors, là, la différence, c'est que le linéaire, vous aurez compris qu'il y a des points qui sont placés le long d'une ligne. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle linéaire. Et donc, on a ici une valeur de blanc jusqu'à un moment où on passe à une valeur de noir. Hein. Tandis que dans le radial, en vérité, vous avez le point noir qui est toujours sur une ligne, mais cette fois-ci, il suffit, on va dire, d'une arête. Il suffit d'un segment ici du cercle. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir au centre? On va avoir la couleur blanche, et puis ici, on a la couleur noire. D'accord? Et donc ça nous crée une forme circulaire. Donc c'est ça la différence entre radial et linéaire. Mais je pense que vous connaissez ça. Donc du coup, on a toujours un start point, un end point. Ça c'est pas le problème, mais c'est juste qu'on a ici dans Colors, on a Edit Gradient, éditer le dégradé. On a besoin de cela pour pouvoir changer la façon dont ce dégradé se comporte, mais aussi les couleurs qui le composent. Donc là, pour l'instant, je suis sur des couleurs qui ne m'intéressent pas. Et donc, je peux décider d'aller chercher ma couleur au centre et d'aller chercher ici ma couleur finale. Donc, avec par exemple la pipette, je peux aller chercher ma couleur au centre et éventuellement l'assombrir ou la changer. Ah, voilà, je me suis un peu vautré. Voilà, hop, je vais chercher ça et je vais l'assombrir avec ici le noircissement. Alors ce point-là va déterminer du coup l'endroit où la transition se fera. Vous voyez, donc si je suis plus proche du point de départ, du point central, du coup ça veut dire que sur ce segment,
tout le dégradé se fera dans la petite zone qui sépare ces deux points là. Vous voyez ici, donc cette petite zone là. Par contre, si je le mets très loin, eh bien tout le dégradé se fera dans la petite zone qui sépare ces deux points là. Mais je peux également créer des points intermédiaires en cliquant simplement dans la zone inférieure comme ceci, et du coup créer des doubles, triples dégradés avec des valeurs différentes. Et là je vais justement éclaircir, vous voyez, ce point. Je vais peut-être rapprocher celui-ci. Voilà, et donc je vais jouer sur la démultiplication comme ça pour fabriquer un effet un peu spécial. Voilà. Après, peu importe, hein, c'est plus à... Moi, je le fais à la one-two, mais vous faites ça selon ce que vous cherchez comme effet, comme réalisation, vous voyez. Donc là, je le fais vraiment très très vite. Hop. Donc, mettons que c'est ça que je veux. C'est un peu psychédélique, mais voilà. Donc celui-ci est peut-être un peu trop sombre, du coup ça donne un effet un peu... Voilà, on va faire quelque chose de plus doux quand même. Voilà. Le plus intégré peut-être. Ok, mettons ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme paramètre aussi? Bien, le paramètre par exemple d'animer ces couleurs, donc c'est-à-dire de mettre une clé sur le début et de tirer un peu plus loin, de nouveau, mettons sur 5 secondes, comme j'ai animé jusque-là avec des phases à 5 secondes et à 10. Et là, je peux changer du coup les couleurs de mes points ou les luminosités de mes points. Donc, mettons que je décide cette fois de changer la teinte, voyez, de mes points. Donc, je décide que je garde les mêmes valeurs en brightness, mais je change la teinte, voyez, pour que je crée un effet de pulsation de couleur. Voilà. Ici, donc je changerai la teinte pour aller vers ça. Ici, bon, j'improvise complètement. Je sais pas trop. Faut pas que ce soit moche non plus quand même. Enfin, c'est déjà un peu moche, mais faut pas que ce soit trop moche non plus. Donc voilà, hop. Voilà, on va faire ça. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre parce que non, ça c'est vraiment hideux. Bon, voilà, mettons ça. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une variation entre ces deux points. Voyez. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire évidemment le même dégradé, c'est-à-dire que ces mêmes variations, il va faire tourner, si vous voulez, la roue de couleur entre les deux. Il va faire tourner la roue de couleur pour créer donc ces variations de teinte. Et qu'est-ce que je vais faire sur la fin? Eh bien, je vais recopier la même clé. C'est-à-dire que je veux revenir à ce dégradé de début. Je veux y revenir sur la fin comme si c'était une bête pulsation. Voyez, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette clé, je vais copier avec commande C sur Mac et CTRL C sur PC. Je vais me mettre à la fin de la composition et je vais faire commande V sur Mac et CTRL C sur PC. Et donc ça va pulser comme ça pour passer de l'un à l'autre. Alors ça pulse pas très vite. Donc si je voulais que ça pulse plus vite, évidemment, je n'aurais qu'à copier les clés et les rapprocher plutôt d'abord. Donc c'est-à-dire faire la chose, parce que je pense en même temps que j'explique. Donc du coup, je pensais à l'idée de créer une vraie pulsation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les clés. Or pour ça, je peux simplement cliquer sur le nom du paramètre plutôt qu'essayer de dessiner un lasso sur le bord. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur Alt. Donc là, je maintiens la touche Alt et je clique sur la dernière clé. Et qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet en fait de resserrer l'écart entre ces clés. Et donc là, j'ai créé une pulsation rapide. Vous voyez. Donc là, je crée une pulsation rapide. Mais je n'ai plus quelque part qu'à répéter ces clés, si vous voulez.
Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ces deux premières clés et je vais les mettre à égale distance. Donc là, ici, par exemple, ici, je suis à 8 images. Donc là, je vais avancer de 8 images, je vais arriver à 24 et je colle. Sauf que les clés sont dans le mauvais sens. Donc, je vais faire un clic droit et je vais inverser les clés. Et donc maintenant, je vais avoir la pulsation que je désirais. Hop, ça passe par là, puis ça revient là, puis ça repasse par là, puis ça revient là. Et là, j'ai déjà une phase complète de la pulsation que je veux. Donc je vais copier ces clés-là. Ok, les clés centrales. Je vais même mettre la clé finale. En fait, je vais copier ces 4 clés et je vais me mettre à plus 8 images. Donc j'étais ici à cette frame là et je vais rajouter 8 images. Donc j'ai cliqué ici et j'ai tapé plus 8, voyez, pour pouvoir, donc sur le clavier numérique, pour pouvoir rajouter, déplacer de 8 images très précisément. Et là, je vais coller, d'accord? Et puis je vais me rendre de nouveau sur la dernière clé. Je vais de nouveau cliquer sur plus 8. Je rajoute, voilà. Puis je me rends de nouveau sur la dernière clé. Et puis je vais de nouveau cliquer ici sur plus 8. Voilà. Et je colle les dernières clés. Et vous remarquez que je suis en train de créer une pulsation continue très rapide de ce dégradé. Ok, donc je continue ce travail qui n'est... Alors, il y a des moyens évidemment de créer des solutions automatiques, mais ça utilise du codage. Et donc, du coup, je vous montre le moyen avec les clés d'animation, qui est plus simple en vérité, même s'il est un petit peu répétitif, hein, très très peu. Donc là, je copie et colle, je refais la même opération à chaque fois. C'est pas répétitif du tout. Voilà, hop. Mais comme je disais, la solution moins répétitive demande du code, donc demande d'encoder, si vous voulez, des paramètres en Java pour que ça crée automatiquement cette boucle. Voilà, et donc j'ai généré cette pulsation sur cette forme. Ok. J'ai une opacité également, donc je peux faire varier ici l'opacité de ces calques, de ce dégradé, et donc faire revenir, si vous voulez, la couleur qui est en dessous. Voyez, donc ça peut être intéressant aussi, voyez. Donc ça peut générer une combinaison de pulsations supplémentaires. Donc ici, voilà, opacité, j'ai 100%. Je peux décider que par exemple ici, il est arrivé à 30%. Qu'est-ce que ça me donne? Ouais, ça me donne presque... Ça me donne une disparition, mais en même temps, j'ai encore quand même la forme. Et donc, mettons que je vais quand même me mettre en simultané avec les clés précédentes. Donc là, je suis sur une phase de 1, 2, donc de 5 clés. Donc je vais 5 clés plus loin au-dessus. Et là, je me remets à 100%. Vous voyez? Et donc je vais de nouveau ici sélectionner tout ceci, tout ce lot, enfin en tout cas les deux, non, il n'y a besoin que de deux dernières. Je copie et donc qu'est-ce que je dois voir, mais de combien d'images j'ai avancé entre ça et ça. Et donc là j'ai avancé en vérité de 14 plus en fait là j'ai a priori à chaque fois 8 images, donc je dois être à... Ouais, je suis perdu dans mon calcul moi. Néanmoins, je pense que vous serez perdu aussi. Donc qu'est-ce que je fais? Je me suis simplement posé sur les clés équivalentes. Voilà, hop. Donc je vois où je dois mettre tout simplement. Je le vois physiquement, il y en a beaucoup moins en plus. Donc voilà.
chaque fois j'ai passé le même nombre de rectangles au-dessus, quoi. Vous voyez, de façon à être équidistant. Plutôt que de devoir calculer comment je suis passé de 7 à 25, puis de 25 à 14. J'ai fait cette méthode-là qui marche très bien aussi. Vous voyez, donc j'ai créé un niveau de pulsation supplémentaire. Alors on peut rajouter encore d'autres opérateurs là-dessus. Donc on peut rajouter par exemple un outil qui s'appelle repeater, donc répétiteur. Ça veut dire que comme je le mets en dessous ici de tout ça, il va répéter tout ce qui est au-dessus. Et l'avantage, regardez, on peut créer un certain nombre de copies comme ça de cet élément. Et on peut créer un offset, c'est-à-dire qu'on peut les décaler par rapport à la source, c'est-à-dire le point de départ. Je vais faire une réinitialisation de ce point de départ en faisant un clic droit sur le paramètre. Ici, je fais Reset et ça réinitialise la position de cet élément. Et donc, mettons que j'ai 10 copies. Voilà, hop, 10 copies. Je trouve que la position de ces copies n'est pas intéressante. Eh bien, j'ai en dessous de chacun de ces paramètres, enfin en tout cas certains, pas tous, je ne vais pas dire chacun, mais enfin certains de ces paramètres, j'ai une transformation. Donc, cette transformation, en fait, dans le répétiteur, concerne la façon dont les éléments vont être répétés. Et la première chose qu'on a, c'est un point d'ancrage qui est ici au centre pour l'instant, vous voyez. Et donc, je peux changer déjà le point d'ancrage qui va me permettre de changer le comportement de la position. Mais là, pour l'instant, je vais le garder tel quel. Et je vais changer la position, par contre. Remarquez que, vous voyez, je peux tout à fait éditer la position en X, ici, donc la position horizontale, et la position en Y. Et donc, je peux générer comme ça, vous voyez, des offsets, si vous voulez. Je peux changer la taille aussi de ce paramètre, de ce répétiteur. Vous voyez où je veux en venir. Donc, je peux générer la taille. Enfin, pas générer, mais gérer la taille. On peut générer une rotation. Et je parle de générer quelque part parce que dans ma tête, qu'est-ce que je vois là pendant que je suis en train de le manipuler? Je pense que vous m'avez compris, vous commencez à me connaître. Je vois la possibilité d'animation de ça. C'est pour ça que je pense à générer. Donc en gros, moi je me dis, oula, ça, j'ai envie d'animer ce genre de truc. Vous voyez? Donc ici, la position, regardez rien que la position, si elle est complètement à 0, vous voyez, je crée un très drôle d'effet, quoi. Bon, ça fait 60s, hein, c'est très très kitsch, mais c'est pas grave. Donc on peut créer, vous voyez, un très très drôle d'effet ici. Faire apparaître par exemple les choses toutes petites au début, hein, et puis les faire grandir, vous voyez, hein, ou les échelonner et les faire apparaître comme ça, qu'elles viennent les unes après les autres, et puis qu'elles repartent. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une distance, c'est comme si je créais une distance grâce à ces objets. Et alors, je peux changer l'opacité de ces éléments dans le temps. Vous voyez, et donc, et dans la distance aussi. Donc, je peux changer l'opacité des éléments par rapport au nombre d'éléments qui ont été créés. Et donc là, j'en ai 10, mais je peux en mettre plus, quoi. Attention que l'offset, s'il est très important, vous voyez, l'offset de position et d'échelle, ben, va générer cette distance, cette sensation de distance. Ok, donc là ici j'ai un très gros offset. Si je les rapproche, remarquez que, vous voyez, j'ai créé ce degré là. Et donc c'est assez énorme, évidemment, les positions, les paramètres et les possibilités que vous avez, hein. Donc imaginez maintenant que l'opacité s'anime dans le temps. Donc, voilà. L'opacité de départ est à 0. Et par exemple à 2 secondes,
elle est atteinte 100%. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les éléments apparaissent au fur et à mesure, vous voyez. Voilà, enfin vous pouvez jouer avec tout ça. C'est relativement kitsch à ce stade, mais enfin vous pouvez jouer avec tout ça pour créer des choses diverses et variables. Ok, donc je vais resetter ce paramètre, resetter également ce paramètre. Non, justement, les expressions, c'était un accident, je ne voulais pas en créer une. Les expressions, c'est justement les histoires de code dont je vous parlais il y a 2 minutes, donc ça, je ne vais pas faire ça maintenant. Hop, end. On peut mettre une rotation, et donc on peut générer, vous voyez, ici une torsion de ces éléments. Et donc je peux faire se tordre ces éléments dans le temps, quoi. Voilà. Ici, rien qu'avec cette rotation, vous voyez, je peux créer des formes. Vu qu'il y a énormément de répétitions, donc elles sont, il y a 52 copies, et donc je peux aussi faire augmenter le nombre de copies dans le temps. Donc je peux partir de 0 et à 5 secondes par exemple, je peux demander à avoir mes 50 copies. Donc ça met du temps de calcul de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus d'opérations, bien sûr. Et vous voyez qu'il y a toujours l'animation sur sur le calque. En fait, ce calque ici a toujours son animation à lui. Et puis, en plus de ça, donc maintenant, il y a le répétiteur qui est animé. Vous voyez? Et donc, je vais le laisser, non pas parce que je trouve ça beau, pas du tout, mais c'est pour que vous voyez donc les potentialités qu'il y a derrière cela, pour créer des effets de répétition, par exemple, de calque, plutôt que de devoir les copier-coller. Eh bien, vous pouvez mettre un répétiteur et animer dans ce répétiteur. Donc, c'est très, 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 très utilisé par les gens qui les connaissent, évidemment. Donc, maintenant, vous les connaissez, vous faites partie des gens qui les connaissent. Donc, en gros, du coup, on a encore d'autres possibilités, évidemment. Par exemple, on peut instaurer un wiggle. Donc, le wiggle, c'est quoi? C'est une vibration des paramètres. Donc là, ici, comme le wiggle est au-dessus de tout ce qui est en dessous, là, il va créer cette vibration à l'intérieur de tous les paramètres qui sont en dessous. Donc, y compris le contour, le dégradé. Donc, en gros, il va faire varier un peu les paramètres. Introduire une vibration supplémentaire dans ces paramètres qui est un petit peu. C'est presque ce qu'on appelle du random. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, ça va introduire en tout cas une vibration, si vous voulez, dans ces paramètres. Ils ne pourront pas rester constamment les mêmes. Malgré qu'ils soient animés et qu'ils changent, il y aura cette vibration en plus. Donc tous les paramètres qui sont en dessous ici vont varier en plus grâce à ce wiggle. Enfin, je dis tous, mais non, hein, tous ceux qui sont concernés par un chemin, quoi. D'accord. Donc il n'y aura pas de vibration de la couleur puisque la couleur n'est pas un chemin. Mais en tout cas, le reste des paramètres, vous voyez, s'anime très très fort.
Et donc ça, vous pouvez commencer à reconnaître des comportements que vous avez déjà vus dans des dessins animés ou dans des choses comme ça, voyez, ou dans des jeux vidéo, parce que évidemment, ce sont des formulations, des formules qu'on utilise dans tous ces domaines. Et donc je peux augmenter ou réduire la taille du wiggle, donc ça veut dire que ça va augmenter l'aspect cassé, l'aspect plus accidenté si j'augmente. Vous voyez, donc les valeurs peuvent varier beaucoup plus. Hein. Ou là, elles varient beaucoup moins. Donc là, ici, j'aurai beaucoup moins de variations. Vous voyez. Et le détail, donc c'est avec la précision avec laquelle il va travailler. Alors les points, est-ce qu'ils sont smooth ou pas? Vous voyez, donc ici, ça génère quelque chose de beaucoup plus doux dans les courbes, au lieu d'avoir quelque chose de plus accidenté. Donc on aura quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus organique, on va dire. Alors le nombre de vibrations par seconde, c'est-à-dire qu'au départ c'était à 2, donc c'est assez peu, mais on peut augmenter le nombre de vibrations par seconde, ce qui va augmenter le côté accidenté encore. Vous voyez. Ça vibre beaucoup plus. Là. On a presque l'impression d'une chenille. Et la façon dont ça bouge, etc., etc. Donc vous avez énormément de possibilités. On peut jouer avec la phase. Et du coup, on a en informatique, quand on a des choses qui sont aléatoires comme ça, on a toujours une graine de random pour que, par exemple, Sébastien ou Paul ou Patricia, enfin chacun n'ait pas la même animation quand il met les mêmes paramètres. Vous voyez qu'on ait quelque chose d'un petit peu différent. Ben, on peut changer la graine de random et du coup il aura des résultats un petit peu différents. Il y a très peu de chances évidemment que vous soyez exactement avec les mêmes paramètres, hein. Mais en tout cas vous pouvez du coup introduire une petite variation aussi par rapport aux autres, parce qu'un ordinateur pourrait retomber sur la même mécanique. Et voilà, donc vous avez la même chose sur les transformations. Vous avez même le trim path. Alors trim path, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de raccourcir ou rallonger ces paramètres et ces chemins. Vous voyez, donc, et là ça devient assez exceptionnel parce que qu'est-ce qui va se passer évidemment au début, hein, puisque les éléments apparaissent. Eh bien moi je vais leur mettre aussi un trim. Donc c'est-à-dire que je veux qu'à ce stade-là, il ne soit pas encore présent. Vous voyez. Et donc on cherche un peu aussi, hein, donc on cherche un peu qu'est-ce qu'on veut voir, on commence à connaître la façon dont ça fonctionne, mais on cherche un petit peu, et donc là je veux intervertir les deux clés bien sûr, donc je veux que cette clé-là soit au début, et que ça apparaisse progressivement, et puis ça se déplace. Ça donne un drôle de truc, hein, mais en tout cas, voilà. Ici on a le paramètre inverse, c'est-à-dire que, mettons que j'arrive ici à la fin de mon animation, et j'ai envie que tout d'un coup, ce truc-là disparaisse de nouveau. Bien, je pourrais utiliser soit ici, je vais disparaître dans un sens, et là je peux le faire disparaître dans l'autre. Donc je vais mettre cette fois-ci une clé sur la fin, et puis je mets à 0, et on va regarder juste la fin. Bon, du coup il a bouclé, il doit recalculer un peu tout, mais il y a des périodes évidemment où ça va être beaucoup plus lourd.
voyez. Et donc voilà, on peut vraiment créer des choses assez complexes. On peut même demander à ce qu'il y ait des décalages entre les différentes formes qui composent ceci. Donc ça, c'est avec un rectangle. Je vais créer un deuxième shape layer, donc je vais masquer ceci. Je vais le verrouiller et le masquer. Je vais vous montrer, donc on peut créer ça avec évidemment une étoile, avec n'importe laquelle de ces formes, mais on peut créer également un avec le pen tool. Donc si je clique comme ceci, il reprend les paramètres que j'avais créés auparavant. Je peux activer même le roto Bézier si je veux, et du coup qu'il utilise le roto Bézier. Maintenant, bon, c'est un peu tard parce que j'ai commencé en Bézier, donc il faut que ici, je le active avant de créer la forme. Donc je reprends, hein, du coup j'ai enlevé la forme précédente, j'ai simplement sélectionné et j'ai appuyé sur Delete. Maintenant, avec le roto Bézier, vous voyez, j'ai pas besoin de m'occuper ici des différents paramétrages de Bézier. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir déplacer les points. Vous voyez, et ici, j'ai créé une forme très vague. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette forme? Mais énormément de choses, un petit peu les mêmes choses que ce que j'ai fait auparavant. Donc déjà, par exemple, j'ai le path ici. Le path, c'est le chemin. Donc je pourrais animer le chemin, c'est-à-dire animer le tracé, quoi. D'accord? C'est plutôt tracé d'ailleurs que chemin. Donc je vais, par exemple, pouvoir déplacer les points dans le temps. Vous voyez, donc j'ai créé une première clé sur le tracé. Et puis, hop, je déplace les points. Et maintenant, j'obtiens quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce que le logiciel va faire entre les deux? Il va faire bouger les formes de façon à rejoindre ce chemin. Donc c'est une possibilité. Je peux, de la même manière qu'on avait précédément, je peux changer le contour, hein, et par exemple changer dans le temps ici l'épaisseur du tracé. Donc je peux partir par exemple avec un tracé qui fait un contour qui fait 1 pixel de large et qu'à la fin de mon animation, il en fasse 50. Voilà. Donc ils deviennent énormes. Et donc il va s'animer. Mais en plus de ça, il va grossir. Alors, je pourrais également le composer de dash, c'est-à-dire de pointillés, mais je ne vais pas le faire, on l'a déjà fait. Alors, on pourrait avoir ici une taille au début et une taille à la fin. Alors là, ça va être très très intéressant pour la chose suivante. Et je vais désactiver le fil, le remplissage pour cette fois, puisqu'on l'a déjà vu le remplissage, et donc je vais le désactiver. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer quelque chose qui peut devenir vraiment intéressant dans certains cas. C'est la possibilité en vérité que ici la longueur de départ, donc je vais désactiver temporairement ceci. Vous voyez, hop. En créant une animation sur la longueur de départ et la longueur de fin, vous voyez que je fais apparaître et disparaître comme ceci certaines parties. Mais je peux aussi faire varier du coup l'épaisseur à la fin. Donc on peut jouer avec pour voir ce que ça change. Je vois que ça ne change pas grand chose dans ce cas-ci. Donc c'est parce que j'ai déjà un contour assez lent. Mais vous voyez ici, je peux changer comme ceci. Et là, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez. Donc je peux par exemple garder un paramètre qui fait que ce soit une pointe. Donc si je suis à 13% au début, j'ai une pointe. Si je suis à 12-13% à la fin, j'ai également une pointe. Et donc ça peut être intéressant, vous voyez, de garder une forme qui ne soit pas complètement lisse, voyez, qui ne soit pas complètement de la même taille tout le temps.
Et je peux même animer du coup, par exemple, cette longueur pour que dans le temps, eh bien, ça se déplace un petit peu. Vous voyez que ça devienne de plus en plus fin à la fin. Ici, donc ce tracé-là, il vit déjà, donc il s'anime quelque part. Donc, vous voyez, cette partie du tracé s'anime et génère donc cette variation dans le temps. Je peux faire la même chose avec le point de début et par exemple l'inverser, lui, que lui il soit à 13% à la fin et qu'il soit à une valeur de 100 au début. Donc que du coup, lui il fasse exactement le phénomène inverse. Et donc lui aussi il vit, vous voyez, il commence à vivre et à s'animer. Et là-dessus, je peux rajouter encore de nouveau des opérateurs. Donc, je peux rajouter là-dessus, par exemple, un trim path, donc qui va en fait gérer la façon dont mon tracé se produit. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, mais c'est comme si je le dessinais. Vous voyez, si je fais ça ou si je fais ça, je fais un trim qui va venir dessiner mon tracé. Et donc je peux lui donner une certaine vitesse de dessin. Donc par exemple avoir ici le end à 0% au début et me dire après 3 secondes, le tracé est dessiné. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir se dessiner ce tracé, ce qui peut devenir élégant, voyez. Donc on peut considérer peut-être que toutes les clés sont en même temps, les unes que les autres, et voir ce que ça donne. Je vous rappelle, alors peut-être que ce serait bien que lui, il se termine un peu avant la fin. Comme ça, il vient toucher l'autre coin. Donc là, ici, un autre sommet. Je vous rappelle que la forme elle-même, si vous voulez la modifier, elle est définie dans le tracé qui est là. Donc il suffit pour moi, si je veux éditer cette forme, il me suffit d'éditer le tracé. Et donc d'éditer les points. Alors pour ça, je dois réafficher évidemment ceci, qui va me montrer les points du tracé. Je peux reprendre l'outil de sélection avec le V, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que je dois afficher mes points et à tout moment, donc je peux éditer les points de mon tracé. Donc si je veux éditer la forme que ça prend. Ok. Donc vous voyez, je peux créer des variations dans le temps aussi, avec soit des clés supplémentaires, ou voyez, ça se déplace, etc. Alors je peux rapprocher ces clés si nécessaire. Moi je trouve que c'est trop lent comme animation dans ce cas-ci. Donc je vais rapprocher toutes ces clés qui sont à 10 secondes parce que je trouve que 10 secondes c'est trop lent. Donc je vais sélectionner grâce à un lasso donc toutes ces clés. Je vais ajouter avec majuscule ces clés là. Voilà. Avec majuscule, donc je rajoute ces clés. Donc j'ai maintenant tout sélectionné. J'appuie sur Alt et je clique sur la dernière d'une des lignes et du coup je vais rapprocher, donc je vais décaler. Et donc là je vais faire quelque chose d'un peu plus rapide et puis si ça ne me convient pas, je ralentis de nouveau, quoi. Vous voyez, finalement ce point de centrale m'intéresse moins. Je préfère qu'il n'y ait qu'une seule animation de déplacement. Voilà. Donc
Ok, bon, après je pourrais chipoter avec ça très très longtemps, mais je peux rajouter de nouveau un wiggle si je veux, donc c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus euh, aléatoire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez la vibration qui se produit. Et de nouveau, je peux. Là, on voit que même après l'animation, il va continuer à vibrer. Hein, vous voyez, continuer à générer cette vibration. Et je peux mettre quelque chose de plus smooth, hein, de plus doux, hein, pour que ce ne soit pas aussi cassé. Et je peux changer le nombre de vibrations par seconde pour que ce soit plus rapide en termes de vibrations. Ou au contraire, le diminuer. Mettre à 1. Je peux diminuer l'intensité de la vibration. Donc au lieu d'être à 10, qu'elle soit à 5. Donc elle ne peut pas vibrer autant. 5, c'est même encore trop, je trouve. Ça peut avoir un côté plus discret, plus délicat. Vous voyez, ça vit. Ça vibre, ça vit. On peut augmenter le détail pour avoir quelque chose de plus précis dans la recréation. On va regarder un peu comment ça fait varier vos paramètres. Hein. Si j'augmente le détail ou pas. Peut-être c'est trop. La valeur de 10, je vais mettre à 6 plutôt. Justement, j'ai été dans l'autre sens. Voilà, je voudrais quelque chose de quand même assez doux. Et voilà, enfin, vous pouvez changer donc un peu tous les paramètres, décaler la phase temporelle, on peut jouer un peu avec tous les paramètres, voir ce qui donne satisfaction. Et maintenant, ça fait partie des shapes. Donc tout ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire avec n'importe quelle forme que vous créez. Donc c'est tout ce qui est créé à partir de ces outils, l'outil de création de forme et l'outil plume, vous voyez, peut créer des formes. Et donc on peut créer tous ces éléments qui les composent et rajouter toutes ces modifications, tous ces modificateurs ici grâce à Add. Il y en a plein, vous pouvez expérimenter avec d'autres, hein, je n'ai pas tout montré. Mais comme le temps passe, et le temps passe vite, je vais vous montrer une astuce que tout le monde ne connaît pas, mais qui est intéressante et qui est la suivante. Donc je vais masquer pour l'instant, enfin en tout cas verrouiller pour l'instant ce shape layer de façon à ne pas le casser. Et je vais écrire... mettons un texte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose de très simple, de très sobre. Hein. Plutôt que d'avoir tout ça, je vais mettre du noir et rien en contour. Et je vais mettre plutôt un lettrage qui soit un petit peu classe. Mettons, ouais, ça c'est peut-être pas assez classe, mais je veux quelque chose qui fasse un peu scripté, vieille écriture. Ça c'est quoi? Ouais, ça c'est un peu too much. En tout cas pour ce que je veux. Hein. Je veux dire, je ne juge pas les fontes, mais je cherche quelque chose d'autre. Hein. Donc Silburn. Ouais, allez, pour pas passer 1 heure, je vais me contenter de ça. Sinon, je ferai franchement une recherche supplémentaire, hein, parce que c'est pas encore ce que je veux, c'est pas encore assez classe par rapport à ce que je cherche. Mais en tout cas, c'est pour pas passer des heures là-dessus. Donc j'ai créé un lettrage avec un mot. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien en fait, je vous rappelle que c'est du vectoriel. Les shape layers, les calques de forme que nous avons créés, c'est du vectoriel également. La preuve d'ailleurs, je vais déverrouiller temporairement
ce shape layer. Tout ce que je viens de manipuler ici se trouve à l'intérieur de Contents, à l'intérieur du contenu. Mais il y a également la possibilité de jouer sur les transformations, c'est-à-dire les dispositions de cet élément, comme n'importe quel calque. Donc il a aussi ces transformations. Et donc je peux jouer sur la position, par exemple, et déplacer ce calque. Donc c'est tout le calque qui se déplace avec toute son animation, avec tout ce qui se passe. Vous voyez, ça se déplace totalement. Donc voilà, je peux déplacer ce calque. Mais qu'est-ce que je peux faire également? Je peux changer l'échelle. Regardez, si j'agrandis, eh bien, c'est toujours net. Donc, c'est totalement du vectoriel, ce que j'ai dans ce calque. Vous voyez, ici, je crée donc une vibration comme une espèce d'énorme tentacule qui vient se mettre et qui vient vibrer. Et là, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Vous avez certainement déjà vu ce genre de choses dans des graphismes, vous voyez. Ça pourrait s'agrandir dans le temps, voyez, et venir vibrer. Enfin, vous commencez à imaginer, je pense, plein de possibilités où vous pouvez en tout cas raccrocher ça à énormément de graphismes animés que vous avez vus. Donc en gros, ce shape layer, c'est un calque vectoriel. Or, un texte, c'est un calque vectoriel. Et parfois, on se dit, mais et si je pouvais transformer ce calque en un calque vectoriel? Et en fait, il y a possibilité de faire ça. Si vous faites un clic droit sur ce calque texte, comme il est vectoriel justement, je voudrais le transformer, ce calque texte, en un calque de forme. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je fais ceci. Et maintenant, mon texte est devenu masqué. Pourquoi? Parce qu'il est remplacé quelque part par un calque de forme. Dans ce calque de forme, il y a des formes pour chacune de ces lettres. Donc, chaque lettre ici est en réalité un calque complet. Mais qu'est-ce que je peux faire du coup? Je peux venir par exemple prendre dans le contenu de mon shape layer, où je peux le créer de toute pièce, mais j'ai plus le temps de le créer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ici le trim. Vous voyez, je le sélectionne, je fais Command C ou Ctrl C et je vais venir dans Content, le coller. Et qu'est-ce que ça va me faire? Regardez. Du coup, j'ai mon animation qui commence uniquement à la fin, là. Vous voyez, et ça vient... alors, pourquoi ça commence à la fin? Mais parce que lorsque j'ai collé, ma tête de lecture était à cet endroit-là. Donc, comme c'est trop loin, je vais me mettre un peu plus loin que le début, mais je vais me mettre ici avec la tête de lecture, et je colle à nouveau. Donc, j'ai annulé, hein, bien sûr, et là, je colle à nouveau, et donc, toutes mes clés vont se trouver un peu plus tôt, parce que sinon, c'était fort tard. Mon trim pass c'est pas au bon endroit, du coup hop, voilà, je le mets là. Vous voyez? Et donc, alors pourquoi est-ce qu'il y a cet effet sur le remplissage? C'est parce que mes lettres, en vérité ici, elles ont un fil au lieu d'avoir un stroke. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut activer le stroke, vous voyez, et éviter le fil plutôt. Donc là ici je vais éviter le fil et je vais mettre un stroke qui soit noir, et le stroke je peux changer sa taille. Et de sorte qu'en fait, vous voyez, ça se remplisse avec cette forme. D'accord? Et donc ça, je peux le répéter évidemment pour chacune de ces lettres. Donc c'est sur le H. Maintenant sur le E, je vais désactiver le fil et je vais activer le stroke. Le stroke, je vais le passer en noir. Et je vais lui donner une suffisamment large épaisseur en vérité. Je vais lui donner suffisamment d'épaisseur pour qu'il construise la lettre. Voilà, ici c'est trop parce que du coup ça fait plus du tout un E, ça fait quelque chose d'autre. Voilà, hop.
Après, il y aura probablement des retouches à faire sur certaines lettres, donc comme le E justement. Parce que le fait qu'il a fait des contours, évidemment, quand il a dessiné, il a fait des shapes qui entourent la lettre plutôt qu'un trait. Donc ça demande un petit peu d'affinage. Mais néanmoins, vous comprenez l'idée et le fait qu'on a un potentiel là d'écriture de texte qui est intéressant. C'est-à-dire que je peux en arriver maintenant à faire en sorte que mon texte s'écrive dans le temps, quoi. Vous voyez, donc toutes les lettres qui ont évidemment une ouverture, comme le A et le E, vont poser un peu plus de soucis dans ce cadre aussi, puisque ce sont celles dans lesquelles les strokes vont avoir du mal à fabriquer la lettre correctement, quoi. Donc là, il faudrait un travail supplémentaire pour parvenir à ça, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails cette fois, parce que je pense que vous avez déjà assez avec ça. Et donc je reproduis le même mécanisme sur chaque lettre, et pour l'instant je m'en contente. Vous voyez, jusqu'à évaluation future de comment je peux... il y a bien sûr des techniques pour régler tout ça. Bah, sur le A, en vérité, ça va encore. Ouais, sauf quand il y a la deuxième passe ici. Ok. Alors le trim passe en réalité. Excusez-moi, il est trop long. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir chercher ces clés et je vais rapprocher donc la deuxième clé pour que ça s'écrive plus vite. Ce texte qui s'écrive en 2 secondes par exemple. Ok. Et si je veux, je pourrais encore copier d'autres éléments, évidemment, de ce shape layer. Je pourrais copier, par exemple, le wiggle. Donc le wiggle pourrait également être placé là-dessus, ou je pourrais en mettre un spécifique pour lui. Donc voilà, je pourrais faire ici un wiggle ou copier le même. Donc voilà. Ici, j'ai mis le wiggle. Donc j'ai sélectionné le contenu et j'ai collé avec CTRL-V le wiggle. Et ça veut dire que mon texte va également vivre et bouger dans le temps. Il va également avoir une vibration. En l'occurrence, il faut que ce soit vraiment très très délicat, parce que sur des lettres, ça peut vite devenir désagréable. Donc là, je l'ai mis avec un paramètre de détail de 2. Et une taille de 1. Je vais mettre très très petit. Par contre, je vais augmenter le nombre de wiggles peut-être par seconde pour qu'on voit quand même, qu'on perçoive quand même que ça vit, que ça s'anime, quoi. Oui. C'est comme si vos lettres bougeaient, quoi. Donc là, j'ai mis 7 par seconde. Voilà, ça vous donne donc un survol de possibilités diverses et variables que vous avez avec les calques de forme, donc que je vais rendre à nouveau visibles les uns et les autres. Voilà, donc sauf le solide, c'est pas trop la peine, mais en tout cas, voilà. Vous avez donc un exemple de diverses possibilités que vous pouvez réaliser avec ces calques de forme. Et donc je vous invite à penser les possibilités que ça ouvre pour votre projet en cours sur lequel vous pouvez maintenant travailler une fois que vous avez terminé de parcourir ce cours et d'essayer de recréer donc ces différents effets en suivant évidemment ce que je vous montre. Mais voyez un peu comment vous pouvez appliquer ça à la réalisation de ce projet que je vous ai confié en classe. N'hésitez pas à poser un tas de questions si c'est nécessaire par écrit sur Teams, donc je suis là pour ça.
Donc voilà, bonne chance et bon boulot.